On est de retour sur Direct Investisseur. On reçoit tout de suite Marc Daguerre, qui est fondateur de Daguerre Trading. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour Antoine. Bonjour Aziz. Alors Marc, on a vu que la semaine dernière était une semaine mouvementée encore. Oui. Une fois, on a eu un CAC 40 qui a très mal commencé la semaine, qui a baissé de 2,5% lundi et qui à partir de mardi s'est repris pour prendre plus de 6% en 3 séances. Donc une volatilité anormale pour cette période de l'année. Quel est votre sentiment là? Donc on a entamé le rallye de fin d'année, on peut le dire, sur l'indice CAC 40. Oui, alors on peut le dire modestement parce que comme je le disais ce matin avec Lucie, si on veut être très honnête, les zigzags, et le mot n'est pas faible pour le coup, qu'il y a sur le CAC et sur les indices en général depuis cet été sont totalement erratiques et très difficiles pour n'importe quel gestionnaire, trader, etc. Quand on est capable de perdre 600, 700, 800%, de reprendre 500%, points, pas pourcent, perdre 800 points, reprendre 500 points, etc. Des mouvements comme on l'a vu, le CAC qui a perdu près de 11-12% la semaine précédente d'avant, qui a déjà repris plus de 8%. C'est totalement ingérable, surtout que ça se fait sur des niveaux qui sont pas forcément les plus marquants qui soient. Maintenant, aujourd'hui, oui, on a une semaine écourtée, forcément, puisqu'elle est de 3 jours. Je pense que... Ce matin, déjà, on reprend plus de 1%. Oui, donc comme on le disait, à l'ouverture, on était à plus 0,30%, et on le disait avec Lucie qu'il valait mieux jouer là-haut sur cette semaine. Oui, c'est là, à très court terme, c'est une évidence. Donc là sur le CAC 40, on peut revenir sur les 4400 points, par exemple? Oui, je pense que c'est la zone à surveiller qui correspond à la fois à une oblique baissière là, qui passe par les 3 sommets que vous avez d'ailleurs tracé en bleu là ici. Oui, je pense que c'est à peu près la zone qui pourrait être celle de fin d'année avant de remettre les compteurs entre guillemets à zéro pour l'année prochaine et voir ce qui pourrait se passer par la suite. Oui. Alors sinon, si on s'intéresse un petit peu aux actifs entourant donc les composants de l'indice CAC 40, on a des valeurs comme Total ou ArcelorMittal qui sont bien reprises. Est-ce que vous avez un sentiment sur des valeurs qui présentent des intérêts actuellement? Oui, alors sur les actions, de mon côté, je suis rentré uniquement sur Hermès la semaine passée parce qu'elle avait marqué un nouveau plus haut, que c'est une valeur quand même assez solide. Alors, malgré tout, vous voyez, on peut toujours essayer de trouver des contre-indications parce qu'avec ce qui se passe notamment sur le rouble en Russie, dont on parlera certainement tout à l'heure, Hermès comme une valeur du luxe, on sait aussi que ça peut jouer de façon collatérale sur... Mais moi, c'est quand même une valeur très solide. Si vous resserrez le graphique que vous avez là, vous allez voir qu'on est sorti... enfin, quand je dis resserré, c'est sur de plus long terme. Vous voyez, c'est cette zone de plus haut, là, de presque triple top qui a été largement dépassée. C'est à peu près... C'était ça le signal pour moi qui était assez positif. Donc j'attends encore de nouveaux plus hauts sur cette valeur. Alors, Marc, vous êtes rentré sur cette valeur sur quel niveau on était autour des... Alors attendez, je me souviens pas du niveau exact, mais si vous me remettez le graphe, je vous dirai quel jour c'était, j'ai pas fait attention. On était un peu au-dessus des 280. C'était pas au plus haut là, mais quand on a commencé à consolider, ça devait être dans une des bougies de consolidation là, avec un stop qui était sur les récents plus hauts. Donc bon, pour l'instant il est toujours en pause, ça se passe bien, et je pense effectivement que même si une autre petite vague de consolidation intermédiaire peut avoir lieu, je pense que c'est une valeur qui va marquer de nouveau plus haut. Hermès qui a fait l'actualité, notamment sur le plan fondamental. On a eu Bernard Arnault qui a voulu sortir du capital, je crois. Oui, c'est ce qui avait sans doute donné un petit coup d'impulsion à un moment à la valeur. Comme on a vu d'ailleurs, vous vous souvenez, on parlait souvent de Technip et l'affaire Technip-CGG. CGG qui a perdu près de 30% le jour où Technip a renoncé à son offre. Donc c'est ces petits événements fondamentaux qui font varier les cours de façon extrême et parfois... de façon un peu abusive, mais bon, voilà. Et donc vous n'êtes pas en position sur d'autres valeurs de la côte française? En France, non. Je suis assez exposé sur le marché américain encore. D'accord. Avec Facebook, Google, Apple, enfin des valeurs technologiques notamment. Même pas uniquement, je crois qu'on est sur Procter & Gamble aussi, qui n'a rien à voir avec le secteur. Mais oui, j'ai pensé, à tort ou à raison, j'en sais rien, nous verrons, l'avenir nous le dira, que les marchés américains avaient une configuration qui me semblait plus solide. Et alors, Facebook par exemple,
exemple, c'est intéressant. Facebook qui est pas loin de ses plus hauts historiques. Hein. On est en code $80 hein, sur Facebook. Vous avez pu entrer à quel niveau? On est rentré à 74. 74, d'accord. Et là, on a eu, il y a eu la petite vague. Il y a eu la petite vague de baisse qui avait été un petit peu. Parce que là, vous voyez, si vous enlevez les 3 dernières bougies et qu'on se remettait, vous et moi, au jour où là, on avait raison d'être un tout petit peu inquiet. Mais vu qu'on était rentré à 74, on avait un stop qui était quand même plus tranquille, qui était autour des 70. Donc voilà, pour l'instant, ce qui se passe marque pour moi un élan assez positif. On a comblé le gap, on a retracé tous les ratios de Fibonacci et je pense que outre le potentiel double top, il n'y a pas grand chose qui devrait arrêter la valeur. Bon, on verra encore une fois. De manière générale, un secteur technologique aux États-Unis qui performe plutôt bien. Tout à fait, Aziz. En hausse de plus de 10% je pense sur l'année. Oui, et même je pense que là, ce qui est intéressant, c'est que sur les 2 dernières semaines, le Nasdaq a lui-même surperformé le S&P. Donc ça marque un petit décalage des valeurs technologiques sur les valeurs industrielles. Et oui, c'est pour ça qu'on est resté sur ces valeurs-là. Voilà. Alors, Marc, un petit mot sur la Russie maintenant. On en parlait, vous l'évoquiez il y a quelques instants en parlant d'Hermès. On a vu des mouvements très très forts et très très violents sur la paire USD-RUB par exemple, et sur l'indice russe, donc RTS en parallèle. On se reprend légèrement en ce début de semaine donc sur l'indice. Est-ce que vous avez une lecture sur cet actif-là et sur la paire USD-RUB? Alors oui, j'allais dire oui et non, pas forcément sur l'actif lui-même. J'ai une vision un peu globale de ce qui se passe. On a entendu aussi le fameux discours de Vladimir Poutine la semaine dernière. En fait, la semaine dernière, il y a quand même eu à la fois Janet Yellen qui a annoncé que les taux étaient maintenus, qu'ils avaient des perspectives de croissance aux États-Unis qui étaient un petit peu supérieures à ce qu'ils avaient prévu sur 2016, maintenues sur 2015. Et surtout que la Fed allait être très patiente justement avec. Absolument, vous avez raison. Elle a dit qu'il fallait attendre au moins 2 réunions supplémentaires avant d'envisager une éventuelle remontée des taux. Ce qui se passe là sur la Russie est délicat pour une raison, c'est qu'il y a toujours un événement géopolitique en cours, avec cette espèce de marasme ukrainien dont on ne sait pas ce qui peut arriver. Maintenant, je pense effectivement que pour l'instant, je ne mettrai pas grand chose sur la rouble dans l'immédiat, mais je pense qu'au moment où ça va changer et se ressaisir, je ne vois pas en fait la Russie partir en faïllite, quoi, en gros, hein, pour être très clair. Mais... Oui, la Russie qui a 400 milliards de réserves de cash. Hein, voilà, donc, la Russie n'a aucun potentiel de crise financière, c'était sûrement une crise de confiance à court terme qui s'est produite. Oui, il y a eu aussi, la Russie est quand même assez impactée, hein, n'oublions pas, par les cours du pétrole, c'est quand même un gros producteur de pétrole, donc la baisse du pétrole n'a pas aidé le rouble. Par ailleurs, j'ai remarqué un autre actif qui m'intéresse, dont on va parler là, et qui est également, dont la Russie dont en tout cas le bon état de la Russie joue sur l'évolution de cet actif. Il s'agit du gaz naturel. Qui a fortement baissé. Oui, qui a fortement baissé, mais surtout si vous avez le moyen d'avoir le graphique et que vous le mettez à plus long terme, qu'on voit un petit peu sur le long terme ce que ça donne. Voilà, là ce qui se passe pour moi sur cet actif-là, c'est qu'on est en train d'enfoncer à nouveau des supports, etc. Et de marquer certainement un biais baissier à venir encore assez conséquent. Donc c'est à dire que les énergies pour moi sont pas encore au meilleur de leur forme, hein, quand des gens me demandent quoi faire sur le pétrole. Alors tout à l'heure vous me parliez de Total et là on va rentrer dans quelque chose d'intéressant à nouveau. On en avait parlé ensemble, je sais pas si c'était la semaine dernière ou celle d'avant, en tout cas on disait que les cours des valeurs pétrolières n'étaient pas toujours calcables sur les cours du pétrole et on l'avait vu notamment avant ce qui s'était passé avec l'OPEP où on voyait que les valeurs pétrolières se portaient plutôt bien alors que le pétrole lui était déjà en train de baisser. Donc on a passé peut-être cette étape où les valeurs pétrolières vont être totalement corrélées au cours du pétrole, ce qui veut dire qu'on peut à nouveau rentrer dans des stratégies où on peut rester baissier sur le Brent ou le crude tout en étant haussier sur certaines valeurs pétrolières. Et ça c'est intéressant comme décalage à noter. Bon, moi donc je reste baissier sur le gaz naturel. Vous avez raison sur l'euro-dollar aussi, hein, qui a encore marqué des plus bas. J'ai remarqué aussi encore un bon potentiel de baisse sur le GBP USD notamment. Donc il y a encore de quoi faire. Il y a encore de quoi faire en cette fin d'année. Alors sur le GBP USD justement, donc vous êtes baissier, c'est ça? Oui, je suis baissier. Et même à court terme, hein, sur des objectifs qui sont pas... Allez, on va dire sur un mois, quelque chose comme ça. Mais effectivement, ce qui se passe là, et si encore une fois, si vous mettez le graphe sur du plus long terme et que vous tracez une oblique de support là qui passe par les
les précédents. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, là on va arriver autour des, je pense, un 53, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Si vous la tracez, vous la faites passer par les plus bas. Je pense effectivement qu'on devrait atteindre ce niveau dans un premier temps, puisque je vois pas grand chose avant ça nous permettre de rebondir. Donc un potentiel de baisse au moins égal à 1,51,30. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Très bien. Ce qui est pas mal. Alors on parlait du pétrole, Marc, on voit que le baril de Brent donc, se stabilise au-dessus des $62 ce matin. On a eu hier le discours du ministre du pétrole en Arabie Saoudite, donc, qui se disait confiant sur une reprise de la demande malgré un surplus actuel de 2 millions de barils par jour. Est-ce que vous avez une lecture justement en parlait du pétrole ou du discours du... Non, du pétrole, parce qu'on en parlait il y a quelques semaines déjà. Vous disiez qu'on n'attrapait pas un couteau qui tombe. Est-ce que justement il atteint le plancher, ce couteau? Non, je le pense pas. Je pense que ce maintien est pour moi ce que j'appellerais un peu artificiel. D'ailleurs, c'est très ironique de la part du ministre de dire que malgré des... Bon, vous savez, c'est toujours comme ça. Il y a des discours un peu corporate qui ont lieu dans n'importe quel type de secteur ou d'activité ou même d'entreprise. Vous allez rarement avoir quelqu'un qui va vous dire du mal de ce qu'il défend d'une manière ou d'une autre, surtout quand ça peut toucher à ses intérêts. Bon, maintenant, pour moi, le pétrole n'a aucune configuration qui me permette d'envisager un rebond aujourd'hui, dans ma partie, qui est la partie technique. Donc tant que je n'ai rien de plus concret que ça, avec éventuellement des inversements d'indicateurs, un rebond qui commencerait à être un rebond, vu de là où on tombe, je pense qu'il n'est pas déraisonné de se dire qu'on attend au moins 5-6% de reprise sur le pétrole avant de commencer à envisager quoi que ce soit. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une stabilisation des cours. On a fait un point bas 53,40$ sur le WTI. On a tenté plusieurs rebonds. Si on regarde, effectivement, du côté graphique, on a eu ces 2-3 mèches. On a tenté un rebond aux alentours de $60 et on n'a même pas réussi à atteindre ces $60. Et on est dans un range actuellement entre 53 et $59. Alors là, on est typiquement en termes de trading dans la situation suivante. Si on regarde d'où on vient de très très haut. Donc en gros, techniquement, pour envisager ce qu'on appelle une reprise haussière, de la tendance haussière, il faut qu'on dépasse facilement les 80, 100. Vous voyez ce que je veux dire? Un rebond technique là est toujours proportionnel à la baisse de laquelle il vient. Donc si là, on estime qu'on est dans un rebond dit technique, c'est-à-dire je ne parle pas d'inversement de tendance, on peut revenir aux 80 sans invalider la tendance baissière de fond. Maintenant, des tas de gens se contenteraient d'un rebond jusqu'à 70-80 pour jouer cette hausse-là. Maintenant, en termes de trading, vous avez deux options. Soit à chaque tentative de rebond, vous dites j'ai envie d'y croire parce que si jamais ça rebondit vraiment, que ça prend 10%, j'ai envie d'être dedans. Auquel cas, vous pouvez tenter d'acheter quelques petites pauses comme ça avec un stop très serré, mais à vos risques et périls. Soit vous vous dites non, pour l'instant, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là parce que peut-être que je vais me faire avoir 5-6 fois avant d'avoir raison. Ça vaut pas le coup. Auquel cas, attendre un petit peu peut-être, quitte à prendre le train en marche par la suite. Bon, moi, c'est pour l'instant un sous-jacent auquel je ne touche toujours pas et on verra à la rentrée où est-ce qu'on en sera, mais pour l'instant... Pour terminer, on peut terminer justement avec l'euro-dollar, l'euro-dollar qui a donc fait un nouveau plus bas de 2 ans et demi, c'était lors de la séance de vendredi. On a fait exactement sur l'euro-dollar 1,2220. 1,2220, mais on tente un petit rebond ce matin, on cote à 1,2263. Est-ce que pour vous, on va rebondir là sur la zone des 1,25? On peut casser ce niveau des 1,2240, 1,2220 dans les heures à suivre? Alors vous m'auriez demandé il y a quelques mois, je vous aurais dit on avait un objectif autour des 1,22 nous. Ça on en parlait, bon on est un peu dessus, donc je vous aurais dit oui sur les 1,22 c'est peut-être le moment de racheter. Maintenant au regard de ce qui se passe là, de la forte chute de cette dernière semaine, alors qu'avant vous voyez on avait cette tentative de rebond poussif où on ne savait pas trop, non moi je resterai pour l'instant très prudent et je pense que l'euro-dollar va avoir des nouveaux plus bas, les 1,22 vont être enfoncés et que on va certainement tomber autour des 1,20, 50 peut-être, quelque chose comme ça. Mais vous n'excluez pas un petit rebond à court terme peut-être sur les 1,24 peut-être? Ah non, dans l'immédiat je l'exclurais moi. D'accord. Ouais, donc, personnellement, après vous n'aurez mon avis, je pense que là graphiquement, vu ce qui s'est passé, je pense qu'on va continuer de baisser. D'accord, très bien. Voilà. Merci Marc Dagger pour toutes ces précisions, ces analyses sur l'ensemble des actifs financiers. Et on vous retrouve l'année prochaine. Voilà, passez tous de bonnes fêtes et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. 5 janvier. Merci Marc. Merci Aziz, merci Antoine. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite avec notre prochain intervenant qui est Benoît Fernandez-Riou.